Jacques Bureau, né le 10 décembre 1925 à Paris, cantonnier puis piqueur, secrétaire général de la section technique nationale CGT Voies et Bâtiments de 1967 à 1978, militant communiste. Fils de James et de Suzanne Bureau, Jacques Bureau fut placé en nourrice chez ses grands-parents paternels après l'attribution à ses parents d'un passage à niveau gardé. Jacques Bureau commença sa scolarité dans la commune de ses grands-parents, Bagnols-l'Évêque en Eure-et-Loire. À l'âge de 11 ans, 12 ans, à l'époque du Front populaire, puis de l'arrivée des premiers réfugiés espagnols dans la région, il assista aux réunions organisées par sa mère, au foyer de Vernouillet. En juin 1938, il eut son certificat d'études primaires mention bien. Jacques Bureau était au lycée Rotrou à Dreux, dans Eure-et-Loire, lorsque la guerre débuta. Très rapidement, il abandonna ses études et se mit à travailler en mai 1940 comme monteur de fonderie à l'extrémité de la gare de Dreux. Le 10 juin, un dimanche, la fonderie fut bombardée comme tout l'hôpital de l'hôpital et la gare la veille. L'ordre fut donné d'évacuer la population et la famille se rendit à Niort de Seine. De retour un mois plus tard, elle trouva la maison pillée et le jardin détérioré, ce qui entraîna un hiver très difficile. À partir de 1941, Jacques Bureau participa à des petits actes de résistance, sous l'impulsion de sa mère, surveillant les alentours hors des réunions clandestines, distribution de tracts, puis se fait embaucher comme maçon dans l'entreprise de travaux publics Gabrielli, ça ne m'étonne pas qu'il a plein de fric, qui construisait des pistes pour bombarder sur le camp d'aviation de Vernouillet. Chargé en outre, avec 5 autres Français, d'entretenir un champ de légumes placé entre les pistes et servant au ravitaillement des cantines allemandes. Il avait comme ordre de distribuer des tracts rédigés en allemand aux ouvriers et aux soldats allemands. Et ils réussirent à gagner la confiance d'un soldat allemand d'une cinquantaine d'années, chargé de les surveiller. Ses parents étant arrêtés en avril 1941, son père fut relâché rapidement. Jacques Bureau, mis en garde par le commissaire qui avait libéré son père, amena son jeune frère chez ses grands-parents et se rendit chez un oncle évadé d'Allemagne, qui se cachèrent en Normandie. Tous deux travaillèrent le jour comme ouvriers agricoles et se cachaient la nuit. Revenu dans la région de Dreux, il travailla chez un fermier à Puiseux, puis partit dans le sud-ouest en compagnie d'un évadé de la région parisienne avant de revenir à Dreux. Quelques jours après la libération de la ville, le 20 août 1944, il s'engagea à la caserne de Billy, où il fut incorporé dans le 5e génie, chemin de fer. Affecté à la reconnaissance, il servit là en Normandie, puis en Alsace, une période difficile durant laquelle il vit disparaître plusieurs camarades tués par des obus. Libéré le 11 novembre 1945, Jacques Bureau fut embauché dans une fonderie de bronze. Marié, en été 1948, il entra au chemin de fer le 1er juin 1949 comme cantonnier, alors que sa femme Lucienne devient garde-barrière au passage à niveau 26 à Melette, près d'Oudan. Syndiqué à la CGT dès son embauche, il remplaça 6 mois plus tard le receveur syndical partir à la retraite. Très attaché à la défense des gardes-barrières et des gardes de la voie, son milieu d'origine, il fut élu au comité mixte d'arrondissement VB en 1950. 2 ans plus tard, il accéda au grade de sous-chef de canton, nommé à Marchezais, puis fut nommé chef de canton 2e classe à Oudan en 1954, jusqu'à sa mutation à Marchezais comme chef de canton de 1re classe. Très attaché à la défense des gardes-barrières et des gardes de la voie, son milieu d'origine, il fut élu au comité mixte d'arrondissement VB en 1950. Puis 2 ans plus tard, il accéda au grade de sous-chef de canton, nommé à Marchezais. Puis fut nommé chef de canton 2e classe à Oudan en 1954, jusqu'à sa mutation à Marchezais comme chef de canton de 1re classe en 1958. Puis ce fut le déplacement à Trappes, dans les Yvelines, comme chef de canton principal en 1962.
et s'installa dans un passage à niveau, donc la fréquentation et le confort tranchés avec les habitations précédentes. Jacques y consacra une section technique de la voie et avec ses camarades édita un petit journal mensuel, La Barre Longue. Nommé surveillant de la voie en 1957, il fut élu à la même époque secrétaire de la section technique nationale VB à la place de Raymond Castelin, parti en retraite. Il y resta jusqu'en 1978. Il vécut les événements de mai 68 dans la joie et dans une ambiance de victoire ouvrière. Nommé piqueur l'année suivante, il se lança dans la bataille pour le remplacement des gardes barrières avec Henri Bernier et Bernard Boudet et dans la réorganisation du service de la voie au moment de la suppression des concours. Pendant sa retraite administrative de la SNCF, en 1980, Jacques Bureau devient ensuite permanent jusqu'en 1984. De 1995 à 1980, il avait représenté la fédération CGT au conseil d'administration de la Caisse de prévoyance. Jacques Bureau était un militant communiste. Jacques a été aussi secrétaire de la section CGT des Cheminots pendant de nombreuses années. Jacques, tu es un grand militant actif, toujours à l'écoute, mais nous aussi, on apprend encore à t'écouter, car tu as une grande analyse du syndicalisme et des luttes, toujours prêt pour le combat. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer ton anniversaire, mais aussi pour l'inauguration de cette salle au nom de Suzanne et de Jacques. Nous rendons aujourd'hui hommage à Suzanne et à Jacques, qui ont combattu pour une idée qu'ils jugèrent plus grande que celle d'une France libre. Par notre présence, c'est la gratitude de notre CGT qui s'exprime pour le sacrifice de ses résistants et de ses soldats de l'ombre. Mais quelle que soit la force du traumatisme, il est toujours facile au présent d'oublier le passé. Là, toute l'origine davantage du présent. Mais d'autres vivants avons le choix libre d'oublier les morts ou libre d'honorer leur mémoire, d'hériter de leurs valeurs et de leur poursuite de leur combat. Je souhaite m'adresser tout particulièrement aux plus jeunes parmi nous. À vous, reviendra bientôt cette charge de perpétuer la mémoire, de reprendre le flambeau, car le souvenir s'éloigne à mesure que les témoins se font plus rares, et bientôt vous seuls pourrez empêcher que la flamme de la résistance s'éteigne. Bien sûr, nos souffrances ne sont pas celles des années 1940, aussi durs que soient les maux de notre société. Et bien sûr, les périls auxquels nous faisons face sont bien différents de celles que les résistants vécurent. Cependant, 81 ans après, des haines se raniment, avec d'autres figures, d'autres circonstances, avec les mêmes mots et les mêmes intentions. Alors, que retenir aujourd'hui de l'exemple de nos souffrances des résistants? En premier lieu, la résistance a su refuser toute complaisance envers ce qui valait fabriquer nos valeurs, la barbarie, le fatalisme et la folklonie. Elle nous met en garde contre l'indifférence qui menace notre époque. Germaine Tillion nous prévenait déjà de son vivant. Il n'existe pas un peuple qui soit à l'abri d'un désordre d'ordre moral. Ce sont le civisme de chacun et l'attention que nous portons aux plus fragiles dans notre société, qui conforte nos valeurs au quotidien. C'est cela la fraternité. En deuxième lieu, la résistance nous invite à l'unité et au rassemblement au sein de la résistance. Il y avait des gens de tous bords et de tous milieux. Il y avait ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Mais tous les résistants sont venus d'horizons différents, sont restés soudés dans la lutte, car ils placèrent leur unité au-dessus de leurs différences. Enfin, la résistance nous adresse un troisième message, un appel à la liberté, à l'égalité. La liberté, les résistants ont souvent donné leur vie, leur jeunesse pour elle. Ils voulaient que le monde du travail mesure combien la liberté, l'indépendance et la paix en Europe et dans le monde, ce sont leur héritage. Aujourd'hui, parce qu'elles ont été des conquêtes d'hier,
La résistance a également été ferme d'une société plus égalitaire et plus juste. Nous avons fêté la création de la sécurité sociale directement issue des travaux du Conseil national de la résistance, des congés payés, des comités d'entreprise. Cette création de la sécurité sociale a été écrite par nos camarades du Parti communiste et des camarades de la CGT, non par le général de Gaulle, comme certains historiens le laissent entendre. Soyons être dignes, c'est là le plus beau geste que nous pourrons faire en hommage à l'action de nos grands militants de la résistance. Nous sommes venus rappeler ici aujourd'hui que l'histoire, la nôtre, nous élève. Elle nous montre la grandeur des femmes et des hommes qui l'ont faite. L'histoire nous donne bien plus qu'un héritage à célébrer, bien davantage qu'un patrimoine à entretenir. Notre histoire nous transmet l'immense responsabilité d'être à la hauteur du passé, à la hauteur des défis d'aujourd'hui et de demain, pour que chacun d'entre nous. Voilà, chers camarades, chers amis, cher Jacques, et à ta famille, nous allons inaugurer cette salle du CASI de PRG au nom de Suzanne et de Jacques Bureau. Et encore un joyeux anniversaire, Jacques. Et donc, mon camarade Saké, tu as drôlement fouillé dans ma vie. Qu'est-ce que tu as dû faire dans cette espèce de famille mélangée de la paysannerie, de l'usine, du militantisme, de la résistance? Qu'est-ce que tu es venu faire? Merci, mon camarade. Tu as bien travaillé. C'est parfait. De Paris-Rive-Gauche, vous remercier de cette initiative que nous ne pouvons pas qualifier uniquement d'initiative, mais aujourd'hui bien d'acte militant au vu du contexte politique qui fait jour aujourd'hui dans le pays. Et tu l'as rappelé dans la conclusion de ton discours, on a notre responsabilité en tant que militant à toujours rappeler au quotidien à l'ensemble du monde du travail, à la population, les enjeux vis-à-vis de cette montée qu'est le fascisme, y compris dans le pays, dans cette période. Remercier aussi évidemment la présence de Dominique Launay, qui est membre du bureau de l'Union fédérale des retraités de la Fédération CGT des cheminots, de Pascal Brissonnet, qui est trésorier du CASI, Nathalie Gourvès, la secrétaire, et puis Loïc Ramella, l'ancien secrétaire du CER et qui est aujourd'hui en charge du patrimoine, n'ont pas pu être avec nous et avec vous aujourd'hui, parce qu'ils sont encore à s'affronter à la direction qui, vous devez le savoir, est le combat pour justement avoir cette salle en l'illustration, une direction qui a toujours les appétits voraces pour récupérer les mètres carrés sociaux pour les activités sociales et permettre aux cheminots d'avoir accès à la culture et aux activités sociales partout sur le territoire, en tous les cas de Paris-Rive-Gauche, mais plus généralement sur le territoire national. On a nécessité de porter auprès des cheminots, nous en tous les cas, ce souvenir de l'engagement, parce qu'aujourd'hui, certes, les temps sont difficiles, mais il y a des exemples dans le passé qui nous ont montré que rien n'était impossible et que le combat et la lutte, y compris politique et idéologique, est au cœur de notre démarche. Donc merci à vous de votre invitation et de votre présence. C'était très important d'être là aujourd'hui. Il y a des copains actifs aussi, il n'y a pas que des retraités qui sont là, il y a des copains et des copines actifs qui sont là aussi pour rendre hommage à Jacques et Suzanne. Des choses ont été dites, moi je voudrais vraiment insister sur plusieurs choses. D'abord, nous avons une section de retraités de Dreux qui est extrêmement vivante, dans un contexte difficile, puisqu'il y a presque plus d'actifs à Dreux. La gare de Dreux, l'étoile ferroviaire de Dreux a énormément fondu, de par les réorganisations, la casse du fret ferroviaire, qui serait ici, dans ce département, grenier à blé de l'Île-de-France et de la France,
totalement fondamental de relancer pour éviter les camions, etc. etc. Et moi, je réinsiste là-dessus parce que ça fait partie de nos fondamentaux, des bagarres qu'on mène encore aujourd'hui pour relancer ces sites qui sont des perles industrielles et qui pourraient être un poumon de l'activité économique pour le développement durable, pour les besoins sociaux des populations ici, et la possibilité de vivre et travailler au pays, parce que c'est très important, et je sais que les copains de Dreux se battent beaucoup sur ce sujet-là. Mais on a une section de retraités qui est hyper active, qui n'a pas fusionné avec la section de Versailles, qui maintient cette mémoire, qui maintient cette activité-là, pas seulement une mémoire, mais une activité de combat, et le fait qu'ils prennent part d'ailleurs aujourd'hui à la campagne pour le maintien des gares et des guichets, y compris sur cette zone-là, montre l'activisme qu'ils mènent. Moi, en tant que secrétaire de syndicat actif, c'est toujours un immense plaisir de venir aux réunions de la section de Dreux, pour 3 raisons. C'est une section très active, dans laquelle il se passe beaucoup de choses, beaucoup d'analyses et d'actions. On y mange extrêmement bien, ça c'est quand même très important. Il y a une vraie culture du casse-croûte ouvrier qui est restée, il faut le noter. Et parce que, à chaque fois, j'ai mon petit temps, mon petit verre, mon petit temps avec Jacques Bureau, pour qu'il me raconte ses anecdotes extraordinaires sur sa vie, la vie de sa maman, la vie de Suzanne d'abord, enfin, qui est une vie extrêmement romanesque en fait. Hein. Moi je comprends pas, hein. on fait des films, on fait des livres sur des choses complètement anecdotiques, mais il y a des héros ouvriers, ouvrières comme ça qui ont vécu des histoires que tu racontes, qui se cachent en Bretagne notamment, et qui se retrouvent cachés par un ancien collègue, mais sa femme qui est pétainiste, alors faut pas lui dire qu'elle est là, et qui dit mais comment vous pouvez dire que les policiers français sont avec les Allemands, le maréchal nous protège, etc. etc. Et voilà, c'est des histoires complètement incroyables et très fortes de cette vie-là. La première femme élue maire PCF de Vernouillet, c'est très important pour un parcours politique et aussi pour le droit des femmes. Le PCF présentait dès avant la guerre des candidatures féminines aux élections municipales. Elles gagnaient les élections, elles étaient retoquées par les préfets parce que c'était contraire à la loi misogyne d'empêcher le droit de vote pour les femmes. Et donc c'est des choses très très importantes qui sont passées. Mais là où tu as insisté, sur lequel je voudrais vraiment insister, c'est que le cœur de la résistance en France, je ne parle pas de ceux qui sont partis à Londres, je parle du cœur de la résistance en France, est ouvrier. La classe ouvrière a pris toute sa place dans la résistance dès le début, contrairement à ce que beaucoup de révisionnistes disent, c'était à partir de l'invasion de l'URSS, etc. C'est complètement faux. La classe ouvrière a pris toute sa place dans la résistance, que ce soit à Paris, en province. Les premières actions, c'était notamment les grèves des mineurs. Ensuite, ça a été les actions chez les cheminots qui ont été appelées, y compris par Pierre Sémar avant sa mort. Les tortures sur Pierre Sémar, c'était pas pour lui faire avouer des choses. C'était pour qu'il appelle les cheminots à collaborer. Et il a refusé jusqu'au bout, et jusqu'au sacrifice suprême. Et ça, c'est important de le dire. Et oui, tu le dis, l'histoire officielle est révisionniste. 36, c'est Léon Blum. La Libération, c'est De Gaulle. Et 68, c'est Cohn-Bendit, si vous écoutez l'histoire officielle. La classe ouvrière aurait passé le XXe siècle sans y prendre part. Bon. Et il est évident aujourd'hui, et on le voit sur les commémorations de la Libération de Paris, et c'est très important qu'on les célèbre, et que la Fédération CGT des cheminots mette un point d'honneur à les célébrer, que quand le maréchal von Scholtist signe la reddition, il la signe en gare Montparnasse, parce que c'est les ministres patriotiques cheminotes qui ont lancé, dès le 10 août, la grève générale insurrectionnelle. Et quand la deuxième DB arrive dans Paris, Paris est libéré, c'est libéré par sa classe ouvrière. Et ça, c'est fondamental de le rappeler. Et parce que Jacques, aujourd'hui, est sans doute un des derniers cheminots résistants encore en vie, et c'est fondamental. En Afrique, on dit que quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. J'invite tous les copains et les copines aujourd'hui à se rapprocher de ces bibliothèques vivantes avant qu'elles ne disparaissent, parce que leur héritage ne doit pas se perdre dans l'histoire. Et donc, pour faire le lien, au nom du secteur fédéral CGT-PRG, de la Fédération CGT des cheminots et du syndicat CGT des cheminots de Versailles et de sa section de retraités de Dreux, nous voulions offrir à Jacques cette médaille frappée par la monnaie de Paris qui
commémore les 70 ans de la grève insurrectionnelle des cheminots à Paris qui ont précédé l'effondrement du système d'occupation fasciste sur Paris et la région Île-de-France. Voilà pour toi, cher Jacques, cette médaille. Merci mes camarades. J'ai jamais reçu autant de belles choses. C'est quand on est vieux qu'on dit tout ça. C'est ça, si on a pu le voir. Enfin, c'est quand de la jeunesse on se rappelle le mieux. Hein. Merci mes camarades. Moi, je suis Pascal Brissonnet, je fais l'UCGT au CASIP, enfin, mandaté CGT au CASIP PRG. Donc, je vais faire court parce que là, je suis passé quand même derrière les ténors. D'habitude, on dit on garde le meilleur pour la fin, vous allez voir que c'est le contraire. Donc, je voulais vous dire simplement que cette salle, elle a une histoire, c'est-à-dire qu'elle a commencé du temps de Gérard Bousteau quand il était élu CE. Il y a eu des tiraillements avec la SNCF qui en a profité pour un peu voler du mètre carré, c'est-à-dire que cette salle aurait dû être plus grande, mais elle n'est pas, mais n'empêche qu'elle existe encore. Donc c'est juste une chose à vous dire, c'est que si cette salle a une histoire, aujourd'hui on est content qu'elle porte un vrai nom et qu'elle soit identifiée. Nous sommes fiers de ceux qui ont mis leur nom sur la plaque à l'entrée. Donc la seule chose que j'ai à vous dire, c'est continuez comme ça. Ce patrimoine vous appartient, c'est le patrimoine des cheminots. Et c'est surtout faites-le bien vivre, faites-le vivre correctement. Et nous on sera derrière vous, ça nous porte et ça nous encourage à faire plus encore. Donc on sera toujours avec vous. Donc ensemble, on va dire vive le CASIP PRG et vive la CGT. Je vous remercie. La construction de ce réfectoire, je voudrais dire quelques mots, pas longtemps. Moi, j'ai commencé à la voir en 1947-48. Nous mangeons une dizaine de l'équipe, une dizaine, dans une guérite de 2 sur 2. Le réfectoire, c'était les guérites que vous voyez au pied des passages à niveau sur un 2 sur 2. Nous avons obtenu, après des années de lutte, le premier réfectoire, ça a été Oudan. Peut-être parce que j'y étais, ben, je n'aurais pas joué. Mais enfin, on les a tellement emmerdés, tellement luttés qu'il a fallu à la fin que les gars venaient voir ce nouveau réfectoire où il y avait même un bureau où je n'ai jamais été, mais un bureau du chef de canton. Mais je restais là. Non, je n'étais pas habitué. Enfin, nous avons eu un parrain. Et après a suivi lutte après lutte des réfectoires tels qu'on les connaît. Mais des années, il a fallu des années. Nous avons mangé dans des guérites de 2 sur 2, serrées quand t'es pressé de manger, puis besoin de faire une manille ou une belote. J'aime mieux vous dire qu'on était plus que serrés. Toute l'équipe là-dedans. En plus, c'est beaucoup moins. La preuve, aujourd'hui, tout le monde fumé. Là, vous avez vu, c'est le calme. Mais à ce moment-là, il y avait la fumée des cigarettes, et je ne sais pas, il n'était pas en question, moi jeune con qui ne fumait pas, de dire les gars arrêtez de fumer. Il m'aurait sorti, salaud. Il m'aurait sorti de la guérite. Alors je fermais ma gueule. Le jeune. Voilà mes camarades, l'histoire des réfectoires. On va dévoiler la plaque derrière toi, Jacques.
Romain, puis à côté du chauffage. Non, mais tu sais, Jackie, que ça me gêne pas du tout, c'est à côté de ça. Ah bah non. Tiens, est-ce que tu veux la retirer? Prends un bout. Jacques, Prends un bout du drapeau. Jacques, prends un bout du drapeau, on va la retirer. Oh, mais vous allez... Hop. C'est pas vrai, avec ma mère. Hein, Suzanne, qui c'est qui aurait cru? Vous savez quoi? Ce sacré Suzanne, elle a une salle à son nom à la Fédération des Cheminots. Et elle a Vernouillet à côté du passage à niveau où elle était rue Suzanne Bureau. Ouais, PN 59. Suzanne, PN 59, le fameux PN. Suzanne, Ça te plaît? Suzanne. Ça te plaît la plaque? Oui, c'est vrai. C'est fait proprement. C'est lui qui l'a gravé là. Ça, c'est là. Ça, c'est un gars qu'on sent qu'il avait... Bah oui, c'est moi. Il avait... Tu n'avais pas dit ça. C'est vrai.